Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel, car on y parlera produits de bourse avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Alors au menu cette semaine, nous avons quoi? Nous avons le CAC 40, le CPI aux États-Unis, le pétrole, Lagardère, Logitech et l'or. Il ne me reste plus qu'à vous présenter nos invités traders autour de la table. Alors on va commencer par Jean-Louis Cussac. Jean-Louis Cussac, fondateur et formateur chez Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Dorian Abadi, meilleur taux placement, analyste meilleur taux placement. Merci d'être avec nous, Dorian. C'est à vous, bonjour. Bruno Jaouen, vous êtes responsable de la gestion action chez SG29 Haussmann, la société de gestion de la banque privée de Société Générale. Est-ce que j'ai bon? C'est ça. Merci beaucoup Bruno d'être avec nous. Bienvenue sur le plateau. Et Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Alors on va commencer tout de suite par la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec, pour commencer, Jean-Louis Cussac. Qu'est-ce qui s'est passé sur le CAC cette semaine? On est toujours un petit peu entre deux eaux. Est-ce que ça bouge un peu? Ah ben, le marché ne sait plus à quoi se raccrocher. Il est dans une zone, si vous voulez, comme je vous l'ai mis sur le graphique, plutôt baisse, on va dire, dernier signal technique à la baisse. Mais on peut dire que la prime, normalement, du risque géopolitique ferait qu'on irait vers le bas. Mais en fait, non, il va vers le bas, vers le haut. On a cru qu'on y allait, hein, il y a à peu près une dizaine de jours. Ouais, on a failli casser des niveaux qui semblaient tenir depuis un certain temps. Ouais, alors moi en tout cas ce que ça valide, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire le marché, sa construction est hyper solide et elle le reste. Voilà. Vous savez, vraiment c'est très important d'analyser les dérivés, qui est vendeur de quoi, qui est acheteur de quoi, c'est-à-dire est-ce que les gérants sont plutôt protégés ou pas, est-ce qu'ils sont surinvestis ou pas, et en fait, la structure de prix, le prix, il est solide. Et on le voit, c'est prouvé. Maintenant, un coup, les taux souverains montent, les marchés baissent. Un coup, les taux souverains baissent, les marchés remontent. Et c'est l'alternance. Vous vous rendez compte, ça fait quand même des jours et des jours. À un moment donné, c'est vrai, on se dit, comme hier soir, mardi soir, le marché part à la baisse et on regarde 2 heures plus tard, à 19h, à 20h, le marché est reparti, il a regagné 1%, enfin, je veux dire, en s'éloignant de la zone d'attraction baissière. Donc on pourrait voir, si vous voulez, la chose comme ça, en dessous de la ligne pointillée qui se situe, on va dire, allez, on prend un peu de marge, 7250, on reste dans l'idée de vendre sur des rebonds, d'être protégé dans son portefeuille, etc. Et au-dessus, voilà, on s'éloigne de la zone de danger. Et là, on a un biais plus favorable. Maintenant, quel serait le moteur pour aller franchir le dernier plus haut? Ben, ça, c'est toujours la même question. Les résultats des sociétés, pour l'instant, ils ne sont pas mauvais. Les banques américaines, c'était pas mal. Mais est-ce qu'on n'aurait pas la constitution d'un canal qui semblerait un petit peu baissier depuis le mois de juin quand même? Avec des plus hauts qui sont de moins en moins hauts, des plus bas qui sont de plus en plus bas? Ok, alors faites attention parce que là, c'est le CAC 40, c'est le PX1. Donc vous voyez un plus haut en avril, là. Mais avril, mai, juin, il y a une grosse distribution de dividendes. Donc si vous lissez des dividendes, c'est une distribution de richesse, donc les sociétés, le cours des sociétés recule. Ça fait que le graphique, il est comme ça. Mais si vous regardez, par exemple, le contrat à terme futur, CAC 40, ajusté, alors c'est pareil, là aussi, il faut faire attention, parce que maintenant, les taux d'intérêt font qu'il y a un spread entre l'indice cash et le contrat à terme. Oui. Il faut rajouter, du portage. Oui. Par exemple, 3-4% annuel divisé par 12, ce qui fait qu'au début du mois, le futur, il cote à peu près 25 points plus haut que le cash. Mais prorata temporis du mois... Il a tendance à se rapprocher. Ben oui, il se rapproche du cash. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une publication de statistiques économiques, des mouvements de taux, une fois ça monte, une fois ça baisse. C'est intéressant parce que Bruno s'est intéressé cette semaine au CPI. Hein, vous nous expliquez en 2 mots ce que c'est que le CPI? C'est l'inflation américaine. Ouais. Et donc, effectivement, on a eu la parution de ces statistiques la semaine dernière qui était pas très bonne, avec une inflation totale à 3,7% aux États-Unis.
Bon, il faut rappeler quand même qu'on revient de 8% d'inflation en septembre l'année dernière. Donc on a fait quand même un gros chemin baissier sur l'inflation aux États-Unis depuis un an. La mauvaise nouvelle, c'est que, vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce graphique, je vous ai placé les contributions à l'inflation américaine. Donc les petits rectangles, c'est les composantes de l'inflation américaine. Et vous voyez que le rectangle orange qui mesure la contribution de l'inflation immobilière à l'inflation totale, a du mal à baisser. Donc sur 3,7% d'inflation aux États-Unis, il faut comprendre qu'il y a une contribution pour 2,40 de l'immobilier. Et la mauvaise nouvelle qu'on a eue... Juste sur l'immobilier, parce qu'on a tendance à croire que l'immobilier est plutôt en baisse aux États-Unis. Donc là, c'est quoi? C'est les coûts de la construction ou c'est... Non, c'est le prix des loyers. Vous avez dans le panier du CPI aux États-Unis la composante immobilier qui compte pour 35% de la statistique totale, donc c'est énorme. Et cette statistique sur l'immobilier, en septembre, elle était en hausse de 0,6% sur le mois, après 0,3% en août. Donc en septembre, on a encore une hausse de 0,6% de la statistique sur l'immobilier, qui au final fait les 2/3 de l'inflation aux États-Unis. Alors là, le problème ne baissera pas, on aura toujours une inflation globale qui est quand même alors, assez... si on a une inflation immobilière à 0, bon, ça va finir par se tasser, on va retourner vers 0. Mais pour l'instant, la mauvaise nouvelle de septembre, c'était que cette statistique a fortement augmenté sur le mois de septembre, en passant de 0,3 à 0,6% de variation mensuelle. On repart à la hausse. C'est reparti un petit peu à la hausse. Et donc ça, c'est dû au contexte tendu sur l'immobilier, d'ailleurs qui est mentionné par les membres de la Fed. C'est-à-dire qu'après la crise Covid, on a eu une inflation immobilière très importante. Tout le monde a voulu profiter des taux bas pour acheter une maison. Et donc le prix moyen d'une résidence individuelle est passé de 250 000 $ à 400 000 $. 50% de hausse depuis 2020, donc c'est énorme. Beaucoup de création de richesse aussi du coup. Alors création de richesse, effectivement pour les particuliers qui ont réussi à acheter. Le problème se pose maintenant pour les primo-accédants qui ne peuvent plus accéder au marché immobilier du neuf. Et puis, donc on a un marché immobilier qui est totalement bloqué actuellement. Et il est bloqué pourquoi? Parce que dans le même temps, les taux ont fortement monté. Donc le taux 30 ans de mortgage aux États-Unis, c'est 8%. Il faut avoir en tête que les particuliers, ils ont un taux moyen d'emprunt sur le marché immobilier à 3,5-3,8% en moyenne. Donc vous imaginez bien qu'un Américain qui est propriétaire de sa maison ne va pas vendre sa maison, se séparer de son prêt négocié en moyenne à 3,8 pour reprendre un prêt à 8%. Donc le marché immobilier transactionnel, lui, ne bouge pas. Les prix ne s'ajustent pas à la baisse pour l'instant. Il n'y a plus de transactions. Donc on reste sur un niveau moyen de un peu moins de 400 000 $ du prix d'achat d'une maison. Et dans le même temps, il y a une très faible offre du côté de la promotion immobilière. Il n'y a pas d'offre de neuf. Et pourquoi il n'y a pas d'offre de neuf? En 2008, on a eu quand même des leçons qui ont été apprises par les promoteurs immobiliers. Oui, tout à fait. Comme ils ont failli faire faillite, ils ont appris leurs leçons et voyant qu'on arrivait en resserrement monétaire, ils sont arrivés avec une offre immobilière très faible, donc des stocks très faibles. Donc il y a très peu de stocks à la vente sur le marché du neuf. Et ils n'acceptent pas des baisses de prix. Ils ne sont pas dans des situations financières tendues, donc... plus ça leur coûte plus cher avec les matières premières qui s'envolent. Tout à fait. D'ailleurs, Dorian va nous parler un peu du pétrole. Qu'est-ce qui se passe là? Ça monte, ça redescend, là ça remonte parce qu'on a des tensions géopolitiques. C'est le moins non, c'était quand même détendu là, de manière assez surprenante juste avant le conflit qui a éclaté la semaine dernière. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le sens où j'en parle régulièrement sur votre plateau. Le marché pétrolier n'est pas seulement régi par une relation classique d'offre et de demande, il y a toute une dimension géopolitique. Et donc depuis les attentats terroristes du Hamas le 7 octobre, effectivement, on a eu bien sûr un regain de tension. Jean-Louis parlait de primes de risque. Dès le lundi, 2 jours après, le Brent a gagné 4%. Aujourd'hui, on est à peu près à plus 7. Concrètement, on est passé de 84 à 90 $ le baril. Et le marché, globalement, dans son ensemble, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes,
estiment aujourd'hui que le risque est contenu géographiquement entre Israël et la bande de Gaza, contenu dans le temps et contenu avec les acteurs impliqués. Le risque, évidemment, à l'inverse, c'est que le conflit s'étende, et en particulier avec l'Iran. Donc il y a plusieurs scénarios noirs qui se dessinent, avec en perspective donc, une hausse potentielle du pétrole sur les $100, c'est le niveau le plus symbolique, le plus proche, 110, 120, pourquoi pas. En premier lieu, s'il y a un nouveau front qui s'ouvre au nord avec le Hezbollah, soutenu par l'Iran, au niveau du Liban. Les États-Unis ont déjà prévenu, menacé qu'ils durciraient dans ce cas-là les sanctions sur l'Iran. Il faut savoir que l'Iran, on le voit d'ailleurs à l'écran, c'est aux alentours de 3 millions de barils par jour, c'est à peu près 5% de l'offre mondiale, avec pour principal débouché commercial la Chine. Mais on estime que ces sanctions américaines pourraient enlever 500 000 à 1 million de barils par jour sur le marché. En contrepartie, d'ailleurs, ils viennent de lâcher un peu de lait sur le Venezuela pour libérer un peu d'offres. Donc il y a un jeu à plusieurs bandes, si je puis dire, qui se dessine ici. Il y a ce premier scénario. Il y en a d'autres que l'on voit dans les médias qui ne sont pas forcément probables, mais qui quand même reviennent assez régulièrement, et il faut les évoquer. C'est l'Iran a une énorme menace potentielle sur le détroit d'Ormuz, où vous avez 20% du trafic maritime qui passe. Seulement, c'est très compliqué de le bloquer, parce qu'il fait 50 km de large, et surtout, vous avez une grosse présence militaire américaine dans la région. Et le scénario véritablement noir, c'est une confrontation directe entre les deux pays, singulièrement si Israël bombarde les installations nucléaires iraniennes, parce que c'est un vieux différend, vous le savez, l'Iran veut la bombe, Israël a déjà clairement dit à plusieurs reprises qu'ils empêcheraient ça. Et il y a un parallèle qui est fait surtout dans les médias, qui n'est pas forcément très légitime ou justifié, sur le fait que 2023 ressemblerait à 1973, le choc pétrolier après la guerre du Kippour. À l'époque, il y avait un front uni du monde arabe et singulièrement de l'OPEC, de l'OPEP plutôt, du cartel pétrolier. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et dans les choses qu'il faut surveiller, c'est le fait que l'Arabie saoudite dit que le rapprochement entre les deux pays avec Israël va se maintenir dans le cadre des accords d'Abraham. Et pour rebondir là aussi sur le CPI, alors plus que le CPI, ce serait plutôt l'inflation côté européenne. L'un des grands moteurs, contrairement aux États-Unis, c'est justement l'énergie. La crainte, évidemment, c'est que si le conflit s'embrase, se régionalise, qu'on a un pétrole qui monte, on aurait une inflation encore plus durable que ce qu'elle est déjà, même si sur les derniers mois, on voit qu'elle baisse. Avec la conséquence sur les taux, la Fed, la BCE ont déjà annoncé qu'elles maintiendraient leurs taux élevés en 2024. On pourrait craindre que ce soit encore plus long. Et naturellement, à double titre, en fait, c'est baissier pour les indices boursiers, pour les paniers d'actions. Donc c'est vraiment à surveiller. Déjà parce que bien sûr, il y a la prime de risque, le risque baissier sur les indices, qui n'est pas encore trop manifeste aujourd'hui. On a d'ailleurs Biden aujourd'hui qui arrive en Israël. Tous les canaux diplomatiques qui s'ouvrent justement pour espérer que l'Iran ne s'implique pas plus. Et en parallèle, la menace durable sur les taux. Est-ce qu'il y a des niveaux à surveiller sur le pétrole? Le plus symbolique, bien sûr, c'est les $100, encore que ce n'est pas choquant. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, si? En fait, il faut remonter surtout à la guerre d'Ukraine. On est monté jusqu'à 130 assez rapidement, mais c'était surtout spéculatif. Il faut bien comprendre qu'en fait, que l'OPEP n'a pas d'intérêt à avoir un prix à 150 ou $200 le baril, dans le sens où il y aurait un choc sur la demande. Il y aurait beaucoup moins de demande, donc beaucoup moins de rentrées d'argent. Et surtout, ils ne sont pas unis comme ils pouvaient l'être il y a 50 ans. Ça valorise aussi les pétroles de Rochemer aux États-Unis qui sont Absolument. Plus chers à extraire. Et du coup, un pétrole à 150 $ justifie des investissements. Vous vouliez parler des niveaux? Non, mais pour les niveaux. Il y a un phénomène à regarder quand même de près, à réfléchir pour ceux qui nous écoutent et qui se disent tiens, je vais regarder un peu le pétrole. Vous savez que ça se négocie, le crude oil, par exemple, sur des contrats à terme. Et on est en phénomène de backwardation si vous voulez. C'est-à-dire que le contrat à terme éloigné est plus bas et moins cher que le contrat à court terme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une tension, disons, de livraison immédiate, mais on le paye moins cher à un horizon plus lointain. Oui, c'était le phénomène exactement inverse pendant la crise du Covid, où on était à un phénomène de contango très très important, parce qu'on ne savait pas comment stocker les livraisons. Il n'y a pas de problème de stockage aujourd'hui, mais surtout les attaques pour le moment n'ont pas touché de pays producteurs. Israël n'extrait rien quasiment en termes de pétrole. S'il y a extension du conflit, surtout avec l'Iran évidemment, voire cas extrême avec l'Arabie saoudite dans la région, là on se rapprocherait de ce scénario. Mais c'est un scénario vraiment de près à surveiller, notamment pour les porteurs en action. Ce n'est pas juste spécifique au marché pétrolier. Parfait.
Quelque chose à rajouter? Non, moi je ne suis pas vraiment un spécialiste du pétrole, c'est sûr, mais je pense que ça, si vous voulez, le prix, c'est une chose, et réfléchir à justement cette notion de backwardation, c'est important, je pense, de se dire que, bon, voilà... Le marché ne considère qu'il y a moins de tension à terme qu'à court terme. A priori, mais... Intéressant à suivre en tout cas. Il faut y réfléchir. Merci beaucoup, messieurs. On va passer à la prochaine rubrique, Zoom sur... Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler de l'effet de levier. Et oui, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent sur ce plateau. C'est quoi? Et il faut revenir un peu à la base. Qu'est-ce que l'effet de levier? Quand nos analystes disent « Ah bah oui, c'est intéressant d'acheter telle action avec un peu d'effet de levier ». Alors l'effet de levier, c'est de manière très basique le coefficient multiplicateur, ce par quoi vous allez amplifier les variations d'un sous-jacent, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et donc cet effet de levier qui peut bien sûr être très profitable pour l'investisseur si son scénario se réalise, mais aussi défavorable si le scénario ne se réalise pas parce que ça va creuser les pertes. Cet effet de levier, il se retrouve à travers toute une gamme de produits qu'on peut utiliser dans la gamme des produits de bourse Société Générale. On va avoir des varants, on va avoir des turbos, on va avoir des leverage and short par exemple. Et donc, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de chacun de ces produits, on le fait au travers de toutes nos émissions. Mais le point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que cet effet de levier, qui est ce coefficient multiplicateur, il peut être fixe, mais il peut aussi être variable, en fonction du produit qu'on va choisir. Alors, par exemple, les varants et les turbos, ce sont des produits qui ont un effet de levier variable. Plus le cours du sous-jacent va se rapprocher du prix d'exercice du produit, plus l'effet de levier va être important, va augmenter au fur et à mesure du temps. A contrario, si jamais le cours du sous-jacent s'éloigne du prix d'exercice, cet effet de levier va s'amoindrir. Donc c'est très important de l'avoir en tête pour les investisseurs qui choisissent un produit à effet de levier, notamment les plus débutants et qui se disent bah, « moi je vais prendre un produit avec un effet de levier de 2 par exemple pour dynamiser un petit peu mon portefeuille sans aller sur un coefficient multiplicateur trop important ». Alors c'est une bonne première approche, mais attention, surveillez votre produit à effet de levier, parce qu'un produit à effet de levier de 2, dans un marché très volatile avec des tensions géopolitiques, peut se retrouver quelques jours après à être un produit avec un effet de levier de 20. Généralement, quand on se trompe dans son scénario d'investissement, dans son anticipation, l'effet de levier a tendance à augmenter sur ce type de produit. Exactement. On a raison, l'effet de levier a tendance à diminuer. Puisqu'on va se rapprocher ou s'éloigner du prix. Plus le risque est important, mais peut-être que vous allez l'évoquer, plus le risque est important sur la nature du produit, plus l'effet de levier sera important. Voilà. Donc il y a d'autres produits aussi. Et donc il y a d'autres produits qui permettent de bloquer cet effet de levier, entre guillemets. Ça s'appelle les leverage and short, où là ça va être le principe un peu inverse, c'est-à-dire qu'on se dit bah, tous les jours, on va regarder la performance par rapport à la veille et on va appliquer toujours le même coefficient multiplicateur. Donc ça a l'avantage pour les investisseurs de se dire bah, je suis certain que mon produit aura toujours cet effet de levier de 2 par rapport à la veille. De manière quotidienne. Exactement. Alors la contrepartie, qui n'en est pas forcément une, mais la différence par rapport aux varants et aux turbos, c'est que du coup, si vous regardez le produit sur une période de temps beaucoup plus large, vous pouvez vous retrouver avec des niveaux de sous-jacents équivalents, mais des cours de produits très différents, puisque en bloquant l'effet de levier, en fait, on va toujours aller regarder la performance par rapport à la veille et non la valeur absolue du sous-jacent. Ça bouge beaucoup, évidemment, ces produits. L'effet de levier peut être très intéressant pour faire de l'extraction de liquidités, enfin des tactiques dont vous nous parlerez peut-être plus tard. Mais évidemment, il y a un risque de perte du capital en cours de vie à l'échéance si on se trompe dans son scénario d'investissement. Merci beaucoup, Léa Gézéquel. On va passer maintenant à la rubrique suivante. Le coup de cœur des traders, la rubrique tant attendue. Chacun de nos analystes traders assis autour de la table ont 60 secondes pour convaincre les deux autres de la validité d'un scénario et de déterminer s'il y a trade ou pas trade avec leur petite raquette de ping-pong rouge ouverte. On va commencer par qui? On va commencer par Jean-Louis qui va nous parler de Lagardère. Alors, on va mettre le chrono derrière moi, 60 secondes. Vous connaissez évidemment le principe, Jean-Louis. C'est parti, on y va. 3, 2, 1. Jean-Louis, c'est à vous. Alors, c'est pour un achat sur repli, tel que vous voyez sur le graphique, c'est-à-dire que le titre valait 22 il n'y a pas si longtemps, et il vaut entre 18 et 19. Donc c'est une zone d'achat. Potentiel de hausse 9%. Donc Lagardère, c'est un des leaders mondiaux de l'édition, des fusions, etc. Il y a également une possibilité d'opération, normalement, par Vivendi, et un retrait de la cote un jour de Lagardère. Il y a un rendement de 6%. Pour moi, si vous voulez, c'est une valeur défensive dans
cette période trouble où il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions qui se posent. Donc voilà, je pense que le risque est faible, le rendement vient protéger et il y a une possibilité d'opération qui peut nous ramener bien plus haut que les 9% de rebond que j'ai proposé à court-moyen terme. Très bien, merci, vous avez été parfaitement dans les temps, Jean-Louis, je vous félicite. C'est un peu plus court que d'habitude. Alors, Dorian, vous êtes quoi? Vous êtes petit oui. Un petit oui. Bruno? Ah oui, tout le monde est d'accord, c'est formidable, c'est un beau scénario. Alors, Dorian, qu'est-ce qui vous plaît dans ce scénario? Déjà en préambule, c'est pas l'action que je suis le plus, pour être tout à fait franc. Ceci dit, techniquement, c'est le genre de configuration aussi que j'aime bien, c'est-à-dire un achat sur repli, sur support. On ne vient finalement chercher que 9%. C'est déjà bien, qu'on peut amplifier justement avec l'effet de levier du turbo. Pourquoi pas? Il y a quelque chose à aller chercher, en particulier si le stop est très resserré en dessous du niveau de support. Comme on dit. Jean-Louis, vous nous avez pas donné de stop. De stop, ouais. Non, mais je considère que c'est un investissement et qu'on n'a pas besoin de se mettre de stop. Après, non, mais attendez, le stop. Non, c'est pas ça, c'est que l'idée de toute façon, il n'y a pas de signal technique d'achat immédiat. Pour avoir un stop, ça peut être que chartiste. Bon, n'importe qui pourrait dire, bon, alors, je prends le dernier plus bas, autour de 18 ou 17,80 par exemple, et puis je vends. Ah, donc vous êtes à ça sur repli à 18, sur les deux petites jambes qu'on voit au début du graphique, fin décembre 2022. 90, d'accord, très 19, bien. Mais on peut payer 19, c'est pas le problème. Donc là, vous n'êtes plus d'accord. Un investissement. Rappelons qu'il vaut mieux toujours avoir quand même un stop. Et en l'occurrence, oui, on pourrait les mettre assez proches, peut-être sur 17, 17,50. Très bien. Voilà. Bruno, qu'est-ce que vous en pensez de ce scénario? Non, ce qui est intéressant, effectivement, c'est la configuration technique parce qu'elle a affiché une belle baisse. Juste faire attention un petit peu à la liquidité du titre, parce que le flottant est très réduit. Mais néanmoins, cette prime spéculative, ça a un intérêt. C'est ce flottant réduit aussi qui fait dire à Jean-Louis qu'il y a une possibilité de retrait de Lacan. Exactement. Non mais, sur le stop, si sur Lagardère, vous abordez la valeur sous l'investissement long terme, vous ne mettez pas de stop. Les gérants, ils ne mettent pas de stop. Les gérants, le stop, c'est la mauvaise nouvelle, c'est un news flow qui se transforme, une annonce, mais ils ne mettent pas forcément des stops à 3-4%. Donc les stops, c'est plutôt pour les spéculateurs à court terme, enfin spéculateurs, des gens qui investissent, qui prennent position pour quelques journées, quelques semaines? Trade ou pas trade. Qui malheureusement font des effets de levier trop importants, notamment. D'accord, il ne faut pas se faire surprendre. Avec des volatilités telles que les actions nous montrent depuis, vous vous rendez compte, vous réveillez un matin, vous avez des moins 20, des moins 10, des moins 30, et c'est tous les jours presque. Oui. Donc, investir, enfin, avec un effet de levier supérieur à 1 me paraît pas... Et alors avec des c'est assez étonnant parce que... on fixe la perte. C'est mieux comme ça. D'où la notion de stop loss de Dorian. Stop ou pas stop, hein, c'est la nouvelle émission. Stop ou pas stop. Bruno, vous qui êtes responsable de la gestion action chez SG29 Haussmann, la société de gestion de la Banque Privée de Société Générale, j'ai retenu. Stop ou pas stop? Alors c'est compliqué sur la gestion action de mettre des stops, notamment sur des titres qui peuvent être très volatiles. On est là pour investir, on tient à la position. D'accord. Alors les stops, c'est plutôt sur d'autres instruments financiers? Oui, ça peut être sur d'autres instruments financiers, matières premières, devises, taux, mais sur la partie action, on fait attention. Ou sur des événements. Ou sur des événements. Qu'on attend pour le lendemain. Parce que sur les devises, par exemple, en 2015, sur le franc suisse, ça a quand même beaucoup bougé. Là, vous aviez des stops. Heureusement, on avait des stops parce que le marché ils n'ont pas fonctionné, les stops. Ici, À l'époque, moi, si vous voulez, je connais des gens qui avaient mis des stops, même au-dessus du niveau de maintien. Parce que, en fait, si vous mettiez en dessous, ça veut dire que la nouvelle était tombée. Moi, je connais des gens, et même très bien placés, qui avaient mis le stop au-dessus de 1,20. Et le stop, si vous voulez, il s'est fait enfoncer. Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on met un ordre au stop qu'on est exécuté au niveau de son stop, c'est évident. Parce qu'on est exécuté là où la liquidité arrive. Il n'y avait plus de liquidité sur le marché. Donc, zéro. C'est aussi ce qu'on appelle un risque de gap. Il n'y a plus de bid. On a beau mettre des stops, si le marché décale, on est exécuté au moment où il se stabilise. Où la liquidité revient. On va passer, Bruno Jaouen, on va passer à vous.
hein, pour les 60 secondes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est la première fois que vous faites cet exercice. Je suis prêt, on va voir. Il n'y a pas de pression, mais vous allez y arriver, j'en suis sûr. Évidemment, on va voir s'il y a trade ou pas trade. On va mettre le chronomètre. Logitech, Bruno, c'est à vous. Oui, donc Logitech, vous connaissez tous parce que vous utilisez tous ces produits. Donc c'est du matériel informatique. Ils font du design et de la distribution de matériel informatique tels que les souris, les webcams, à la vidéo-collaboration ou le gaming. C'est une société qui a fortement bénéficié de la crise Covid et qui a vu à ce moment-là son bénéfice doubler. Depuis 2 ans, elle souffre beaucoup de l'effondrement des ventes de PC dans le monde. Et on estime que le point bas sur les ventes de PC, il est en train d'être atteint. Donc on s'attend quand même à un meilleur news flow sur la société dans les mois qui viennent. Il y aura l'apparition des résultats le 24 octobre prochain. Ça peut faire un petit peu de volatilité, mais on constate déjà que techniquement la situation s'est quand même un petit peu apaisée sur la valeur. Donc on a procédé à quelques investissements sur le titre. Très bien, merci beaucoup Bruno. Alors Jean-Louis, Dorian, qu'est-ce que vous en pensez? Pas beaucoup de débats aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec tout le monde. C'est bien, ça arrive. Donc trade. Oui. Alors Jean-Louis, je vous en prie. Moi j'aurais tendance à faire confiance à un gérant sur l'analyse fondamentale déjà, premièrement. Sur le plan technique, si ce n'est pas infirmé, il n'y a pas de raison de s'opposer à un achat. Après, dans l'optimisation de la prise de position, peut-être qu'on peut essayer de se placer vers les 60. Il n'y a pas peut-être d'urgence à investir. Moi, ce n'est pas une valeur que je suis, donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont annoncer leurs chiffres. Le 24 octobre. La semaine prochaine. Ah, c'est le 24 octobre? On suivra ça avec attention. Ouais, donc ça peut être intéressant. Il y a eu quand même ces derniers temps des réactions extrêmement violentes aux chiffres, donc peut-être qu'on peut attendre après. Ça montre, c'est drôle parce que j'aime bien reparler de ça, mais vous nous parlez d'un marché consensuel, d'un marché stable, d'un marché qui est solide, d'un marché qui se construit sur des fondamentaux qui empêchent notamment le CAC de casser ses niveaux baissiers. Et puis finalement, de temps à autre, sur certaines actions, on voit des moins 20, on voit des moins 10, toutes les semaines. Ouais, enfin, moi, je vous parle d'un indice. Pourquoi ce paradoxe? Non, mais un indice, c'est pas le marché. Donc, les valeurs qui souffrent aujourd'hui, ce sont des valeurs qui sont endettées, qui sont... voilà, les mid et small, c'est un bain de sang. Mais c'est pas depuis la semaine dernière. Ça fait maintenant des mois et des mois que ça dure. Il y a des valeurs, c'est incroyable. Elles se sont effondrées complètement. Elles ont divisé par 2, par 3, et ça continue. Je pense à Nacon, par exemple, ou des boîtes comme ça. Elles valent 1 euro et quelques, elles valaient, je ne sais pas, 6 il y a 2 ans. Donc la fragilité, c'est plutôt sur les small et mid cap, et les valeurs constitutives de l'indice CAC 40, par exemple, sont peut-être plus vous prenez les plus belles valeurs de l'indice CAC 40, c'est-à-dire même, c'est vrai, quand on regarde LVMH qui a perdu plus de 20% par rapport à son plus haut, on doit être à 25 là, on se dit, tiens, c'est incroyable que le marché arrive à garder les 7000. C'est vrai. Mais vous avez tout un tas de belles valeurs qui pèsent 4%, 5%. Dans le CAC 40, oui, bien sûr. Moi, je pense à Safran, que j'avais recommandé à l'achat, qui reste extrêmement solide et qui est très recommandé à l'achat. Il y a un bon consensus. Ces valeurs, si vous voulez, n'ont pas du tout baissé. Elles ont perdu 5-6% sur le plus haut. C'est tout. Revenons, merci beaucoup Jean-Louis. Revenons sur Logitech. Vous étiez d'accord avec Bruno? Oui, parce qu'on voit très nettement graphiquement les 2 excès. D'abord, effectivement, celui que Bruno évoquait sur l'explosion haussière du Covid, puis l'explosion de la bulle 2021-2022, et finalement dans l'univers tech au sens large, même si là, c'est pas à proprement parler de l'intelligence artificielle ou une grande composante technologique, on ne voit pas encore ce rebond qu'il y a depuis le début de l'année. Donc certainement à creuser, mais la valeur est sous-évaluée. Sur l'investissement de long terme avec les fondamentaux qu'elle a, ça peut être très intéressant. Oui. Bruno, un point d'entrée ou on construit une position Techniquement, le niveau de 60 est intéressant. Les résultats seront annoncés le 24 octobre. Oui. Les dernières annonces de résultats de la part du management étaient plutôt prudentes. Il y a la partie gaming qui a frémi un petit peu. Toute la partie vidéo collaboration, on sait que les entreprises ne vont pas débloquer des budgets pour investir sur cette partie-là de la société. Mais la partie gaming, ça peut frémir un petit peu. Donc, on peut peut-être attendre les résultats. Et si jamais on a un point d'entrée sur les résultats à 60, peut-être commencer à constituer une position. Merci beaucoup, Bruno. On va passer à Dorian. Dorian, l'or. L'or. Métal jaune. La valeur refuge par excellence.
J'attends le Oui, on attend le chronomètre. C'est bon, 3, 2, 1, c'est parti. Dorian, c'est à vous. Alors, on a travaillé un signal important ces dernières semaines, depuis le 28 septembre, chez Meilleur Taux Placement, avec un point d'achat à 1875. Ce matin, on est autour des 1910, 12. Un deuxième point très important de support, là aussi d'achat, à 1820. Un stop loss à 1775 et surtout au niveau de l'objectif pour les prochaines semaines à 1970, volontairement en dessous du niveau symbolique et psychologique des 2000 qui a été pulvérisé peu après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Avant ce niveau-là, parce que nous on a un horizon vraiment de court terme, en l'occurrence amplifié avec l'effet de levier du turbo, 2, 3, 4 globalement, on a également une résistance à 1957. On pourrait s'arrêter avant sur les 1948 à 50. Voilà pour les points d'achat, le stop et les take profits. Mais même sur le long terme, ce sont des points d'achat qui m'intéressent beaucoup parce qu'on dit beaucoup chez Meilleur Taux Placement que c'est un anxiolytique. Si en avoir vous permet de mieux dormir, c'est une bonne chose. Et généralement, il est recommandé sur le long terme d'en avoir 5, grand maximum 10% si vous avez un profil prudent dans un patrimoine bien diversifié. Très bien, vous avez dépassé un petit peu, mais on vous pardonne. Jean-Louis, Bruno, qu'en pensez-vous? Alors, Jean-Louis, stop. Bruno, stop. Ah, enfin du débat, c'est ce qu'on attend de vous. Alors, Bruno, je vous laisse la parole. Donc l'or a souffert quand même de la hausse des taux qu'on a connue cet été. Et puis, effectivement, depuis le déclenchement des hostilités en Israël, il a connu un beau rebond. Donc, en gros, ça va être un proxy sur l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Donc, on a un peu de visibilité. On vient déjà de repasser, de gagner $100 sur le prix. C'est peut-être... voilà. Donc à court terme, vous pensez que le gros de la hausse est peut-être déjà derrière nous? Disons qu'on a fait une partie du chemin, on a fait la moitié de la hausse. Hein. Cela dit, vous achetez sur repli. Mais vous aurez votre droit de réponse, Dorian. Jean-Louis? Sur le plan technique, en tout cas, je vois pas de quoi que ce soit qui me permettrait de me dire je vais acheter maintenant. Alors maintenant, si on tire une ligne par rapport au plus bas du début de 2023, on voit que les 1820, là 15, représentent un niveau sur lequel on pouvait potentiellement rebondir. C'est ce qui s'est passé. Alors ok, mais ça veut dire qu'on est en train d'acheter quelque chose qui est en train de se casser la figure. Après, pour avoir un bon signal technique exploitable, il faut un mouvement, par exemple de repli, et il faut une stabilisation pour qu'on puisse déclencher un signal technique. Si on a un rebond violent, on ne peut pas déclencher un signal technique, ça n'existe pas. Enfin, si on travaille avec des moyennes mobiles ou n'importe quoi d'autre, vous voyez, les moyennes mobiles sont beaucoup trop éloignées pour pouvoir prendre position. Donc en fait, là, on a un rebond violent, il fallait investir sur un repère chartiste qui est une anticipation d'un rebond potentiel sur un niveau qui a déjà été efficient. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'il a fait. Parfait. Mais là, à l'instant T, si vous voulez, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Maintenant, j'achète sur 1820, ok, pourquoi pas, mais là, à l'instant T, non. Moi, j'insiste sur les points d'achat. Très bien, oui, c'est un achat sur repli. Voilà. Mais à nouveau, aussi bien à court qu'à long terme. C'est-à-dire que ces deux niveaux de 1875 et de 1820, pour moi, sont critiques sur le court et le long terme. Au-delà de ce graphique, en fait, si on prend encore plus de recul, on voit que ces niveaux de support ont été déterminants ces dernières années. D'accord. Sur le dollar, en fait, on avait cet aspect fondamental où on avait considéré que le dollar était déjà très fort à ce moment-là. Nous, on est rentré le 28 septembre. Il est évident qu'on n'a pas anticipé ce qui s'est passé en Israël, mais simplement parce qu'on avait atteint ces niveaux critiques à la fois sur le dollar, critiques d'un point de vue technique, le mouvement de repli dont tu parlais, et donc on est rentré sur les 75, et sur le long terme à nouveau, là, vous nous les faites 20 juste et le stop à 75. Une planification de ce qui pourrait être intéressant sur l'or si on touche les niveaux que vous évoquez, c'est-à-dire 1820 et 1850, c'est bien ça? 1875, 1820, le stop à 775. Parfait. Mais c'est plus intéressant parce qu'on ne le voyait pas sur le graphique, mais je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Et on l'amplifie avec l'effet de levier surtout. Voilà, merci beaucoup Dorian Abadi, merci infiniment. On va passer à la rubrique « À vos marques ». Rubrique à vos marques, le quiz de Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, avec au menu cette semaine le sujet du jour. Les stratégies optionnelles qu'on peut mettre en place avec des produits de bourse. Il est avantageux. Attention, alors,
Attends, on rappelle les règles, Léa, parce que pour Bruno Jaouen, oui, voilà, tout à fait. Qui nous rejoint aujourd'hui. Je vais énoncer la question et l'intégralité des réponses possibles. On attend la fin de l'énoncé de ces réponses possibles avant de buzzer sous peine de disqualification. Attention, hein, je sens un peu d'indiscipline aujourd'hui. Allez, on commence. Il va y avoir débat. Première question. Quel est le but d'une stratégie long-short? Est-ce de minimiser le risque et atteindre une position neutre par rapport au marché? Est-ce de profiter exclusivement d'un marché en hausse? Ou est-ce d'être d'abord acheteur d'une valeur, puis passer vendeur? La une. Effectivement, Dorian. Très bien, c'est une stratégie, la stratégie long short qui consiste à prendre des positions acheteuses sur des titres qu'on va considérer comme sous-évalués et au contraire de prendre des positions vendeuses sur des titres considérés comme surévalués. Ça va alors permettre en fait d'aller chercher des arbitrages et des anomalies de marché au sein d'un même secteur. Par exemple, Jean-Louis nous en parle souvent avec ses stratégies long short, LVMH, Kering ou autres. Long Kering, short LVMH, c'est ça? L'inverse. C'est ça votre stratégie? L'inverse, oui. Long LVMH, short Kering? Oui. C'était ça, oui. Long LVMH, short Kering. D'accord. Et donc la partie longue ne représente pas vraiment de défi de mise en place pratique. Par contre, pour la partie short, ça peut être très intéressant de le faire avec des turbo puts qui permettent d'investir à la baisse des marchés. Un turbo call sur une société d'une valeur, un turbo put sur une autre société de la valeur. Dorian, 1 point, Jean-Louis 0, Bruno 0. Deuxième question. Deuxième question. Je détiens un portefeuille d'actifs, mais j'anticipe une baisse. Comment puis-je me couvrir? Est-ce que j'achète des turbo puts, ou bien j'achète des turbo calls, ou bien j'achète des stabilités? Bruno. La une. Effectivement. Bravo Bruno. Facile, hein? Oui. Ah bah j'alterne, sinon vous râlez que c'est trop dur, voilà. Donc effectivement, on achète des turbo puts. Le concept, c'est que la valeur du portefeuille va être stable quoi qu'il se passe. Donc là, l'objectif d'une stratégie de couverture, c'est bien sûr pas de dégager un profit net de la stratégie, mais c'est de se couvrir en cas d'anticipation de baisse. Par exemple, si on détient des titres depuis longtemps et qu'on n'a pas envie de s'en débarrasser ponctuellement, mais qu'on pense qu'il y a une baisse ponctuelle, ben on va couvrir cette position avec des turbo put, et donc le portefeuille au global sera toujours équilibré. On peut le voir dans les petites simulations en valeur totale du portefeuille, peu importe ce que le sous-jacent fait. Là, on a pris l'exemple d'un portefeuille composé de 2 actions LVMH. Donc le calcul à faire pour savoir de combien de turbo put on a besoin, c'est de diviser en fait la valeur de son portefeuille par la valeur du sous-jacent et de multiplier par la parité du produit. Et donc vous voyez ici qu'en fait, quoi qu'il se passe, que le sous-jacent monte ou que le sous-jacent baisse, on va être sur une valeur totale du portefeuille qui va toujours être la même, puisque dans un cas, c'est la hausse du titre qui va compenser les pertes sur le turbo put, et dans l'autre cas, c'est le turbo put qui va engendrer des gains quand le titre, lui, va baisser. Une forme d'anesthésie momentanée du portefeuille. Voilà, pour exactement. Le protéger. Troisième question, donc 1 point pour Bruno, 1 point pour Dorian, 0 pour Jean-Louis, c'est parti. Troisième question. J'anticipe une hausse du sous-jacent. Quelle stratégie me permet de réduire le risque en limitant à la fois les gains et les pertes? L'achat d'un warrant call et d'un warrant put, l'achat d'un warrant call et la vente d'un warrant put, ou l'achat d'un warrant call et la vente d'un second warrant de prix d'exercice différents. C'est ma foi. Une hausse. Alors Bah, réduire le risque en limitant à la fois les gains et les pertes. Dorian. La 2. Mais non, mais c'est là. Et la 3. Bravo Bruno. C'est une belle stratégie, ça marche. Oui, la 3, c'est ce qu'on appelle un bull spread. Ah oui, mais En stratégie optionnelle, le bull spread, c'est aussi ce qu'on retrouve dans notre gamme de produits sous le nom de KP. Donc on peut peut-être afficher la réponse à l'écran pour vous aider à comprendre la structuration de ce produit. Donc ça permet en fait de tirer profit d'une hausse du sous-jacent en réduisant le risque. La contrepartie de ça, c'est bien sûr de limiter les gains potentiels. Et donc on va acheter un call avec un prix d'exercice plus faible et en vendre un autre avec un prix d'exercice plus fort. Et c'est ce qui permet de structurer ce bull spread. Alors attendez, parce que pour bien comprendre, vous parliez d'un KP, c'est-à-dire que c'est un produit qui comprend déjà cette stratégie? Exactement. Donc en fait, les KP qu'on propose dans la gamme Société Générale sont le produit déjà tout fait, entre guillemets, de cette combinaison de deux options. Très bien, alors c'est Bruno qui prend la tête. Attention les anciens là. 2 points pour Bruno, 1 point pour Dorian, 1 point pour Jean-Louis. Quatrième question. J'anticipe des variations importantes sur un sous-jacent sans avoir de conviction directionnelle. Que puis-je faire? J'achète un warrant call et je vends un warrant put. J'achète un warrant put et je vends un warrant call. Ou alors j'achète un warrant put et j'achète un warrant call.
Bruno est déchaîné. Bravo Bruno, oui, c'est bien. Je n'entends pas. Il est mauvais joueur. Ah, vous râlez là, vous êtes mauvais joueur. Non, mais Mon matériel ne fonctionne pas. ça s'entend pas. Oui, alors effectivement, en achetant 2 varants de prix d'exercice à la monnaie, donc un put et un call, on met en place une stratégie qu'on voit à l'écran et qui s'appelle un straddle. Et donc grâce à ça, on va profiter de mouvements de variations de forte ampleur, mais qu'elles soient haussières ou baissières. Donc ça correspond vraiment à des scénarios où on se dit il va se passer quelque chose. Oui, c'est très important. De fort, mais on ne sait pas dans quel sens. Donc c'est vraiment une tranche. Si il ne se passe rien, vous perdez des deux côtés. Voilà, parce qu'effectivement, l'idée c'est de profiter d'un gain potentiel sur un des 2 varants qui va suffisamment bouger pour compenser la perte du paiement des 2 primes de l'achat du produit. Voilà, donc avec les produits de bourse, vous pouvez le faire en achetant 2 varants. La perte étant limitée à la prime investie, tout à fait, constitue quand même un risque. À partir du moment où l'une des positions compense cette perte de la prime de l'autre, eh ben on est gagnant. 5e question, là Bruno, vous êtes en tête, vous ne pouvez plus être rattrapé. Nous allons attendre la dernière question avant de vous féliciter chaleureusement. Alors, après le straddle, le strangle, qu'est-ce qu'un strangle? Est-ce l'achat d'un varant call et d'un varant put dans la monnaie, l'achat d'un varant call et d'un varant put en dehors de la monnaie, ou l'achat d'un varant call et put à la monnaie? Allez, oui pour la gloire. Oui, c'est le 2, donc ça ressemble au straddle, mais ça a l'avantage de coûter moins cher, car avec des varants ou des options en dehors de la monnaie, on a des primes qui sont plus faibles. L'inconvénient, c'est que bien sûr, cette stratégie, voilà, plus important, puisque vous êtes plus sensible à la perte de valeur temps avec des varants qui sont en dehors de la monnaie. Bravo, bravo à tous, bravo Bruno Jaouen. Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion action de SG29 Haussmann, la société de gestion de la Banque Privée Société Générale. J'y suis arrivé encore une fois. C'est formidable. Merci à tous, merci Jean-Louis Cussac, merci Dorian Abadi, merci Léa Gézéquel. Si vous aimez cette émission, appuyez sur j'aime et puis rendez-vous la prochaine fois.